Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale, la frontière en question, ou comment débusquer les représentations sociales de frontières. Par Sylvie Considère et Thomas Perrin. La frontière, notion ambivalente et polysémique, est un objet particulièrement stimulant à étudier du point de vue des représentations. Depuis le limes romain jusqu'aux frontières censurées de l'Abystan en 2084 sans salle 2015, en passant par le checkpoint Charlie à Berlin, les frontières, qu'elles soient réelles ou fictionnelles, cristallisent les rapports de force, les imaginaires, les craintes et les espoirs. Piquet, 2011, Ami Assari 2015. Dans un monde de plus en plus globalisé, dont on a pu croire également qu'il était en voie de déterritorialisation, la prégnance croissante et l'évolution des phénomènes liés aux dynamiques frontalières et transfrontalières ont amené au développement du champ de recherche spécifique des Border Studies, ou études des frontières. Amé École, 2013, Duhamel et Moulet, 2015. Les frontières peuvent être à la fois le lieu du passage, de la transgression, du refuge, la limite à ne pas dépasser ou la jonction vers l'altérité. Elles protègent contre l'inconnu et ouvrent vers la différence, la nouveauté, parfois vers un monde meilleur. Les frontières tout à la fois désincarnées, inachevées et dramatiquement tangibles de l'Union européenne, d'un ensemble qui est plus qu'une union d'États, mais loin d'être une fédération, sont là pour nous le rappeler, comme les Vaucantels toponymes de Sangatte, Calais, Lampedusa, Lesbos, qui se sont vus malgré eux attribuer la fonction de frontière, mais de quelle frontière ? Cet ouvrage s'intéresse aux représentations sociales de l'objet frontière, qui se traduisent par les perceptions, les pratiques quotidiennes, les idées construites à son propos et sur les espaces frontaliers, les institutions mises en place à cette échelle. Les représentations sociales s'élaborent et se diffusent par les discours oraux, textuels, iconographiques, symboliques qui traversent les différents groupes sociaux. Durkheim 1898, Depeau 2006, Jodelet 2014. Elles se nourrissent des perceptions et des réflexions individuelles, mais se transforment, au sein des échanges entre les individus en systèmes de connaissances vernaculaires, au sens de non scientifique, et orientent et guident les nouvelles perceptions du monde. Phénomènes fondamentalement sociaux, les représentations se révèlent dans les actions issues de décisions collectives, telles que les actions d'aménagement et de développement des territoires, à la fois vectrices et révélatrices des identités sociales dans leur rapport à l'espace. Dimeo et Buléon, 2005, Guérin-Pace et Guermont, 2006, Lusso, 2007. En effet, la manière dont chaque société modèle son espace pour en faire son territoire, celle dont elle en décide l'administration et la gouvernance, les marques matérielles et symboliques qu'elle lui imprime et les différentes pratiques qu'elle y développe révèlent la manière dont cette société se représente le monde et concomitamment se forge une identité. Les frontières sont l'un de ces révélateurs en ce sens qu'elles délimitent et marquent des territoires juxtaposant des identités certes différentes, mais qui entrent en contact plus ou moins fort le long de ces lignes. L'ouvrage porte en particulier sur les approches et méthodologies mises en œuvre par des chercheurs pour analyser les représentations sociales des frontières et des espaces frontaliers. Les études de la frontière ou des zones frontalières peuvent être menées de l'extérieur, un chercheur collectant des données lui paraissant significatives et permettant des traitements apportant la garantie de l'objectivité. Mais sur la question des représentations sociales de la frontière, il semble a priori nécessaire de donner une place plus importante à la subjectivité, à un vécu de la frontière et de la frontaliarité observée de l'intérieur. La frontière est certes imposée du dessus, mais elle est aussi vécue, pratiquée. Elle est décidée, mais elle est appropriée de manière légale ou illégale par des individus et des groupes sociaux qui, en la pratiquant, modèlent les espaces, structurent des organisations spatiales. La question qui se pose aux chercheurs est de savoir comment faire avec cette subjectivité pour abonder la connaissance scientifique de cet objet. Quelles données peuvent être collectées, comment, pour quels objectifs, et avec quel traitement parvenir à des résultats susceptibles de dépasser l'anecdotique ou la simple singularité. Les contributions rassemblées dans cet ouvrage laissent apparaître 3 tendances méthodologiques principales, 3 types d'entrées permettant de saisir la complexité et la richesse des représentations associées à la frontière et aux dynamiques transfrontalières. Une entrée par le pratique, la frontière vécue, une entrée par les discours, la frontière construite et une entrée par les artefacts, la frontière matérialisée.
Ce souci de classification a surtout pour but d'organiser et de faciliter la connaissance des différentes approches méthodologiques identifiées, étant entendu qu'un même protocole de recherche puisse combiner et croiser différents outils méthodologiques. Ainsi, les auteurs rassemblés dans cet ouvrage abordent tous la frontière par des angles variés, mais tous prennent en compte la manière dont les habitants vivent avec cette configuration spatiale particulière. La frontière vécue par les pratiques. Dans cette approche, la recherche s'appuie sur les pratiques au quotidien pour savoir comment les habitants font avec la frontière. La frontière est une limite qui établit des contraintes tout en offrant des opportunités. Les individus qui vivent à son contact mettent en place des pratiques qui forgent une certaine conception du territoire, de l'autre, et de la frontière elle-même. Interroger directement les habitants afin de collecter leur définition de la frontière et de l'espace transfrontalier, de voir quelles sont leurs pratiques de cet espace, est le parti pris par Fabienne Leloup et Sylvie Considère qui travaillent sur la région transfrontalière franco-belge dont fait partie l'Eurométropole Lille-Corteil-Tournai. La méthode est qualitative, mais passe par des questionnaires ouverts auprès de 79 étudiants interrogés dans 3 universités proches de la frontière. Les réponses obtenues sont là encore traitées comme un matériau discursif dont on tire des champs sémantiques signifiants. La frontière de cette zone est ouverte depuis longtemps et les étudiants la traversent assez volontiers. Pour autant, les définitions qu'ils donnent de ce terme montrent que la frontière est une limite importante, qu'ils ne sont pas nombreux à souhaiter voir disparaître. Kolar Aparna part au contact de ces pratiques transfrontalières à la frontière USA-Mexique et rencontre des habitants de l'agglomération de Tijuana-San Diego. Elle leur demande, au cours d'entretiens, de parler de leur pérégrination dans la ville, de leurs relations sociales, de justifier leurs itinéraires et de les cartographier. Ce matériau discursif associé aux cartes mentales lui paraît devoir être pris en compte dans les études des espaces transfrontaliers. Elle s'appuie sur la théorie d'Henri Lefebvre qui défend que les significations subjectives du registre des perceptions et de l'émotion contribuent à la production des espaces et sur Beno Verlin, pour qui les processus d'appropriation spatiale sont plus importants que les seules délimitations. La notion de pratique transfrontalière est au cœur de la recherche menée par Yann Dubois et Vincent Kaufmann. Ils partent de l'idée, développée par Michel Lusso 2007, que les acteurs humains recherchent en permanence la maîtrise spatiale qui leur garantira la meilleure place pour leurs activités, ce qui les oblige à acquérir des compétences spatiales parmi lesquelles savoir apprécier les ressources, les distances, les limites et savoir se déplacer. Étudier les mobilités renseigne donc sur le degré d'appropriation des espaces qui, en zone frontalière, prend un sens particulier. Dubois et Kaufmann cherchent donc à voir si l'agglomération bâloise érigée en groupement européen de coopération territoriale est un territoire au sein duquel les individus se saisissent ou non des ressources existant de part et d'autre des 3 frontières. Ils questionnent donc un échantillon conséquent d'individus afin de voir quelles sont leurs pratiques transfrontalières effectives, liées au travail, aux achats, à la consommation de produits culturels, mais aussi quel est leur degré de connaissance des ressources et des opportunités transfrontalières. Cette capacité à être mobile se traduit par le concept de motilité qui leur permet d'apprécier un degré d'appartenance et d'attachement à la région transfrontalière. Cette interrogation des pratiques est aussi l'angle d'approche choisi par Christian Ville qui travaille sur la grande région Sarre-Lorraine-Luxembourg, riche d'une expérience de coopération de 50 ans. Pour Ville, les identités spatiales se construisent dans des processus où jouent les stratégies de spatialisation, et on retrouve ici la notion de ressources à connaître développée par Dubois et Kaufmann, les relations et parfois l'opposition à l'autre et les significations du lieu que chacun construit. Ville s'interroge sur la construction des identités spatiales en croisant l'identité projetée de l'espace, révélée par les représentations que les habitants, mais aussi les acteurs décideurs, se font de cette grande région, avec ce qu'il nomme identité appropriée avec l'espace. Cette identité appropriée se révèle à travers les pratiques de la vie quotidienne, mais aussi à travers certains contenus des discours institutionnels qui cherchent à diffuser l'idée qu'une identité commune existe bien. Le travail de Diego Botra Cabal au Vichada colombien témoigne de cette construction identitaire d'un territoire, qui se forge surtout dans de violents conflits entre différents acteurs. Étudier ce processus en marche pose la question des données significatives à collecter,
au-delà de la difficulté d'y avoir accès dans ce théâtre mouvementé. Il se focalise sur les déplacements des différents groupes qui tous se représentent ce département comme la terre d'espérance apte à accueillir leurs activités, qu'elles soient agricoles latifondistes pour les grands propriétaires épaulés par le pouvoir central qui lance une colonisation agraire de ce territoire, qu'elles soient minifondistes pour les laisser pour compte des autres départements qui voient là une opportunité de nouveau départ, qu'elles soient illicites pour les narcotrafiquants ou qu'elles soient traditionnelles pour les natifs. Ces diverses représentations d'un même territoire ne peuvent cohabiter et donnent lieu à des stratégies de conquête plus ou moins efficientes selon le degré de puissance de chaque groupe. Certaines même sont antinomiques dans la conception du rapport homme-nature. Les indigènes natifs se représentent l'homme comme partie intrinsèque de la nature, ce qui interdit l'idée même de découpage territorial. La frontière construite par les discours. Bien souvent, les discours sont des outils particulièrement significatifs pour révéler les représentations sociales associées aux frontières. C'est notamment le cas lorsque les discours d'un groupe déterminé construisent le rapport à l'autre et construisent la frontière qui distingue et marque l'altérité, parfois dans une visée de domination. Jussi Len s'intéresse aux perceptions que les Finlandais ont de leurs voisins russes. Son analyse se porte sur les textes d'opinion, éditoriaux, lettres au journal, Tribune, paru dans le plus grand journal finlandais et qu'il étudie de 1990 à 2010. Ces points de vue de l'homme de la rue, exprimés sur les Russes et la Russie dans des contextes particuliers, montrent comment la perception de ce grand voisin a évolué selon les politiques de l'État finlandais, entre russification contrainte et amitié proclamée, mais reste teintée d'une méfiance première. Une telle méfiance a priori est d'autant plus présente que c'est à partir d'une image négative de la Russie, portée par les discours idéologiques du pouvoir finlandais, que s'est construite l'identité finlandaise, dans une dialectique qui fait penser à un contexte postcolonial. Les discours qui traversent les sociétés contribuent à modifier le regard que chaque individu porte sur les espaces. Michel Castet en fait une démonstration éclairante à partir de l'exemple de la frontière franco-allemande, dont la vision a fortement évolué depuis la Révolution française. Pour cela, il collecte le matériau discursif présent dans des documents variés, politiques, juridiques, scientifiques, pédagogiques, cartographiques et artistiques, et étudie comment évoluent les champs sémantiques. La frontière est d'abord ancrée dans le mythe que la nature donne la légitimité au territoire, puis les certitudes s'effritent suite aux tranchées de la guerre de 1914. Castet s'appuie sur des textes de romanciers, Céline, Kafka ou de cinéastes, Renoir, pour montrer comment les discours sur la frontière contribuent à préparer la réception du processus d'intégration européenne qui débute au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, loin d'être achevé aujourd'hui. Cyril Trépied aborde le concept de frontière dans un contexte particulier. Il étudie une frontière qui se construit de manière inédite, créant progressivement à la faveur du débat sur l'indépendance, une frontière d'opinion entre les citoyens catalans alors même que la revendication d'indépendance porte, in fine, sur la création d'une nouvelle frontière classique, interétatique. On est là au cœur de la notion de représentation sociale. Trépied propose d'étudier une frontière invisible, qui n'a aucune existence politique ou administrative. C'est bien dans les représentations de la communauté qu'elle prend progressivement corps. Le débat sur l'avenir que les Catalans souhaitent pour la Catalogne est étudié au travers des sondages d'opinion, des mots d'ordre politique, mais aussi d'entretiens avec des citoyens et des acteurs de pouvoir. L'auteur montre comment les indépendantistes font entrer le débat dans toutes les sphères de la société, y compris celle de l'éducation, les professeurs étant appelés à prendre des initiatives pour responsabiliser les futurs citoyens sur l'avenir du pays et soutenir le processus démocratique du droit à décider. Tous les acteurs sociaux étant sollicités, leurs actions contribuent à l'élaboration progressive d'une représentation sociale de la Catalogne indépendante. L'auteur estime que le discours indépendantiste dominant ne laisse que peu de place dans le débat public à d'autres voix, que ce discours décrit comme étant celle d'indécis à convaincre, d'immigrés du reste de l'Espagne, voire d'ennemis. Dans son analyse, Trépied constate qu'un tel discours présente l'indépendance comme un processus inéluctable, qui ne peut qu'être soutenu, a fortiori par les natifs catalans, et ce quelle que soit leur ascendance. La frontière matérialisée par les artefacts. Une frontière se dessine au fil de l'histoire,
et les représentations sociales des frontières peuvent s'inscrire dans les longues et moyennes durées. Catala, Lepage et Meuret 2012. Pour jouer son rôle de délimitation, la frontière doit être reconnue, correspondre à une limite qui exprime le territoire de au moins deux communautés, prenne en compte leurs habitudes, respecte leur lieu de mémoire. Ainsi, les représentations sociales de la frontière peuvent s'étudier de manière diachronique et dans cette approche, adoptée par plusieurs auteurs de cet ouvrage, les représentations sont saisies et analysées à travers des artefacts, des marqueurs spatiaux utilisés pour matérialiser la frontière, par exemple les tracés, la cartographie, les monuments ou les constructions. Tracer une frontière relève de la gageure si son maintien doit perdurer hors des épreuves de force. Par exemple, lorsqu'en 2000, une commission de l'ONU est chargée de définir une frontière entre Éthiopie et Érythrée, il lui faut s'appuyer sur l'histoire, locale et coloniale, peu écrite, sur des cartes mal tracées, sur des traités signés mais non reconnus et parfois bafoués, remis en cause par de nouveaux conflits. La commission de l'ONU doit aussi se baser sur l'observation des habitudes des populations bousculées par des évacuations. Le nouveau tracé proposé par l'ONU n'est même pas encore un tracé indiscutable. Comme le montre Alain Gascon, la frontière tracée de l'extérieur tranche le territoire et tranche donc aussi dans l'histoire des communautés. Les frontières fluctuent aussi avec la disponibilité ou avec la pression exercée sur les ressources. Ainsi, des frontières jadis admises sont remises en cause par une sécheresse qui, amenuisant le nombre de puits utilisables, pousse une communauté d'éleveurs à augmenter leur surface de pacage, accaparant des terres situées au-delà de la frontière, transgression rendue possible par l'affaiblissement du pouvoir central. Cet exemple montre déjà que le territoire délimité raconte les pratiques des communautés qui l'habitent. Pour étudier ce cas particulier, Gascon s'appuie sur une archive historique, un texte écrit en 1891 par le roi Ménilek II aux puissances européennes présentes en Afrique. Gascon montre comment ce texte, utilisant les mêmes codes symboliques que les Européens, affirme à la fois sa légitimité de chef d'État et établit des limites à son territoire qui sont encore la base de réflexion pour l'établissement des tracés actuels. Les marques imprimées dans l'espace sont aussi des objets tangibles qui rappellent à chacun que le territoire est aussi un facteur constitutif de l'identité. Patricia Subirade étudie la séparation entre communautés catholiques et protestantes dans la Franche-Comté du XVIe siècle. Elle observe la localisation des lieux de culte et la diffusion de rituels particuliers, culte marial, miracle de la Sainte Hostie de Faverney, ainsi que les images religieuses présentes dans les églises et chapelles. Cet ensemble lui permet de montrer que la Franche-Comté est considérée comme un territoire rempart par les autorités religieuses, qui renforcent leur présence catholique afin de lutter contre la diffusion de la parole protestante présente en Suisse voisine. Si la frontière confessionnelle existe et se marque dans les espaces, elle ne constitue pourtant pas un obstacle aux pratiques transfrontalières des habitants, des artisans, des colporteurs, des artistes. Subirade observe des mariages mixtes, des techniques artistiques ou de construction qui s'échangent et se diffusent, des migrations-refuges. Les frontières sont aussi intérieures dans la Bavière du XIXe siècle qu'étudie Zef Segal. Lui aussi, étudie des marqueurs spatiaux pour établir que le pays est traversé de frontières internes plus clivantes que les frontières étatiques et cela, bien que le pouvoir central ait mis en place une politique d'unification surtout destinée à rattacher le Palatinat, province nouvellement bavaroise en 1815. Pour Segal, la frontière n'est pas une simple ligne, elle est un système dont certains éléments révèlent la perception de l'espace comme les infrastructures publiques. Certains autres sont signifiants de la conception de l'espace, c'est pourquoi il s'attache à analyser les cartes parues dans sa période d'étude. Enfin, l'espace est vécu et la manière dont les habitants se déplacent au sein du territoire rend compte de l'appropriation plus effective de certains espaces tandis que d'autres sont plus enclavés. Cette étude tente d'approcher un processus d'intégration en marche. En Afrique du Sud post-apartheid, Eddie Mazembo Mavungu s'intéresse aux réactions violentes dont fait preuve la population de deux municipalités dont l'État central modifie les découpages, ce qui a pour conséquence que certains quartiers se trouvent rattachés à une autre province. Cette modification de la carte administrative territoriale perturbe l'espace approprié par les habitants et l'idée qu'ils se font de leur nouvel avenir. Leurs réactions viennent en partie du fait qu'ils n'ont pas été consultés, mais aussi de la perception qu'ils ont de la compétence des différentes provinces.
La question du rôle des artefacts dans les représentations de la frontière nous ramène ici à celle des pratiques quotidiennes, et du rôle du vécu dans la construction des représentations. Ainsi, les contributions de cet ouvrage révèlent, à travers des entrées thématiques différenciées et riches, que les représentations des frontières des dynamiques frontalières sont à envisager d'un point de vue systémique, pour saisir à la fois leur complexité et leur unicité. Première partie, les pratiques au quotidien, ou comment les habitants font avec la frontière. Comment interroger la frontière, par les représentations sociales. Par Sylvie Considère et Fabienne Leloup. Introduction. Malgré 24 ans de programmes de coopération transfrontalière et une Europe de la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes de plusieurs décennies, l'année 2015 a freiné, à l'échelle de l'Union européenne, la banalisation de l'ouverture, voire de l'effacement des frontières interétatiques. Des barrages et des contrôles ont été rendus visibles, y compris aux frontières internes de l'espace Schengen et notamment à la frontière franco-belge. Cependant, même avant ces interventions, les enquêtes menées et utilisées dans ce travail datent de 2014 et 2015, les pratiques et les représentations des frontières par les populations frontalières restaient fortement marquées par la présence d'une frontière classique au sens westphalien du terme, à savoir une discontinuité qui délimite linéairement le territoire de l'État et de sa souveraineté, distingue l'ici de l'ailleurs, l'autochtone de l'étranger. Certes, les frontières, comme les territoires, peuvent être considérés comme des objets politico-géographiques, historiques, appréhendables de manière externe et positiviste. Mais territoires et frontières peuvent aussi être abordés en tant que construction dont se dotent les groupes sociétaux pour assurer leur existence, Rouvière 2013, Kolossoff 2005. Leur étude nécessite alors d'examiner la manière dont ces groupes et leurs membres se les représentent, mais aussi la manière dont ils appréhendent leur rapport notamment à l'autre, aux voisins. Nous adoptons cette seconde perspective et nous plaçons ainsi dans un paradigme socio-constructiviste, paradigme selon lequel les relations qu'entretiennent les individus avec les objets présents dans leur environnement influencent sur la manière dont ils en construisent le sens. Dans le cadre des travaux de l'Institut franco-belge des frontières et discontinuités, IFD, nous avons mené 2 recherches portant sur une diade de la frontière franco-belge. L'objectif de ce chapitre est de montrer comment interroger des représentations sociales de la frontière, à partir d'une expérimentation élaborée à la frontière franco-belge. Cette analyse est basée sur les résultats de ces recherches. Nous exposons comment la question de la représentation se pose dans la discussion de la frontière 1, puis nous présentons brièvement les enjeux méthodologiques qui se sont posés 2. Ensuite, nous abordons le cœur de notre communication et présenterons les résultats des 2 enquêtes quant à la frontière en général et à la frontière franco-belge en particulier 3. L'objectif est de croiser les résultats afin d'en déduire un ensemble d'apports quant à la représentation de la frontière et dès lors quant à la façon de l'étudier et de l'enseigner. 4. Les représentations sociales. Le point de départ des 2 études menées repose sur l'idée que chaque individu construit les pratiques de l'espace dans lequel il vit, en fonction de l'interprétation qu'il fait de ce qu'il en perçoit. Pour concevoir notre monde comme une entité intelligible, nous sommes contraints de trier, de ranger, d'organiser nos perceptions. Ces perceptions renvoient à des captations par les sens. Les représentations sont des constructions complexes. Nous concevons notre monde en fonction du système cognitif dont nous disposons et construisons ce que les psychologues et les sociologues, Moscovici in Jodelet, 2014, Abric, 1994, nomment des systèmes explicatifs naïfs. Ce sont nos représentations. Cet acte de pensée qui comment interroger la frontière par les représentations sociales 29 conduit à construire ces systèmes explicatifs se nourrit de ce que nous voyons, entendons, sentons directement, mais aussi de ce qui nous a été appris, des savoirs d'expérience, des valeurs qui nous ont été transmises, des influences familiales et sociales qui circulent dans les groupes auxquels nous appartenons. Ces constructions fabriquent nos opinions et guident nos manières d'envisager ce qui nous entoure. Les représentations sont donc individuelles parce qu'elles sont construites par les individus, mais aussi sociales parce qu'elles se construisent sous l'influence d'autres individus. Elles sont autant le matériau qui nourrit la manière de penser des groupes, que le guide qui oriente la manière de construire l'interprétation que chacun se fait du monde,
et qui conditionne sa manière de se comporter au sein de ses groupes et dans les espaces de vie qu'il investit. Si les représentations sont construites dans un acte de pensée, cet acte n'est pas dans son ensemble conscientisé par l'individu. Nous savons en général exprimer nos opinions, décrire nos croyances, affirmer nos valeurs, justifier nos pratiques spatiales, mais nous ne savons pas spontanément en expliquer les fondements. Abric 1994 ou Flamand 2014 ont montré que les représentations se structurent en deux entités emboîtées, un noyau central et une zone périphérique. Le noyau central abrite des éléments solides auxquels tient l'individu, idéologie, valeurs, croyances, normes. Ce sont les ressources de son implication personnelle. Le noyau central doit être suffisamment solide, rigide pour assurer l'identité et la cohésion du groupe. Dès lors, il est difficile à modifier, toute modification contenant le risque de déstabiliser la structure. La périphérie est plus flexible. C'est elle qui absorbe les désaccords que peut occasionner le contact avec la réalité, Flamand 2014. Pour l'individu, les éléments périphériques, dits schèmes, jouent le rôle de grille d'interprétation rapide d'une situation rencontrée dans la réalité. En effet, ces schèmes indiquent ce qui est normal et agissent sans recourir aux principes organisateurs du noyau central. Ce sont eux, sous l'influence du noyau central, qui nous permettent de choisir sans y réfléchir, les conduites adaptées à notre milieu socio-spatial. Les pratiques spatiales et les diverses expériences interprétées du monde forgent des représentations des espaces, non seulement géographiques, mais aussi sociales et psychologiques dont chaque individu n'a donc que très peu conscience. Nous habitons notre monde sans nous demander ce qui guide nos actions, nos choix. Notre recherche entend précisément interroger les représentations qui renseignent sur ces moteurs discrets qui motivent à investir nos espaces de vie, d'une manière plutôt que d'une autre. La méthodologie de l'enquête. Contexte. La recherche dont il est question ici porte sur les dynamiques locales transfrontalières et s'applique à une diade de la frontière franco-belge, plus précisément la région Hauts-de-France et en Belgique, la province du Hainaut et la province de Flandre occidentale. Elle est composée de deux études. L'étude sur les représentations citoyennes dans le cadre de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai exécutée dans le cadre de la recherche, les représentations politiques et citoyennes dans le cadre de l'Eurométropole, RPCFE, commanditée par la région Nord-Pas-de-Calais et l'étude Étudiants et frontières, qui l'a précédée et en a constitué une phase exploratoire. L'étude Étudiants et frontières a été menée dans le cadre d'un projet transfrontalier, appuyé par le programme européen Interreg 4 initié par un consortium académique. Les universités de la communauté d'universités Lille-Nord de France, COMU, la Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk en Flandre, et l'Université catholique de Louvain, site de Mons en Belgique francophone UCL Mons. Il concernait 79 étudiants de la COMU ou de l'UCL Mons, en premier et second cycle d'études universitaires qui ont été interrogés entre février et octobre 2014, figure 1. Figure 1. Échantillon de l'étude qualitative, E accent aigu SPE accent aigu, École supérieure du professorat et de l'éducation. Ce nombre plus restreint d'individus s'est vu proposer un questionnaire qualitatif, ouvert, dont le traitement nous a permis de construire le questionnaire surtout quantitatif proposé au sein de l'Eurométropole. Les étudiants interrogés ne vivent pas tous au sein de l'Eurométropole, mais évoluent dans la région frontalière. Arras est distant de 75 km de la frontière, Lille de 25 km et Mons de 17 km, figure 2. Ils représentent un groupe homogène dans la mesure où ils poursuivent tous des études supérieures, ont suivi leur cursus en France ou en Belgique. Ils sont différemment familiarisés avec les concepts cibles selon qu'ils sont en géographie, en sciences politiques ou en formation polyvalente. Les étudiants de l'École supérieure du professorat et de l'éducation, E accent aigu SPE accent aigu, n'ont plus étudié de géographie depuis la fin de leurs études secondaires. Par rapport aux autres étudiants, ils représentent un groupe témoin qui atteste d'un niveau de connaissance minimal équivalent à celui de la fin des études secondaires. En plus de cette enquête, divers travaux participatifs ont par exemple amené les étudiants à produire ensemble des affiches liées au thème de la frontière ou à discuter, à partir d'affiches politiques internationales, des enjeux de la frontière. Ces travaux, conduits dans le cadre d'un séminaire de formation sur la frontière,
ne sont pas centraux dans l'étude présentée ici, mais ont permis d'éclairer certaines représentations des étudiants. Figure 2. Localisation des étudiants interrogés dans la zone frontalière franco-belge. Carte copyright Sylvie Considère 2016. L'étude RPCFE vise à comprendre quelles sont les représentations liées à la frontière dans un espace transfrontalier de l'Union européenne particulier, car correspondant à un statut juridique institutionnalisé, le Groupement européen de coopération territoriale, GETC, de l'Eurométropole Lille-Cortrec-Tournai. Cette entité transfrontalière a été créée en 2008 et regroupe 147 communes réparties de part et d'autre de la frontière entre la France et la Belgique. Le versant belge est, de plus, caractérisé par l'existence de la frontière linguistique séparant les régions de Flandre et de Wallonie au sein de l'État fédéral belge. Dès lors, certaines communes sont francophones et d'autres néerlandophones. Les élus belges et français à l'origine de cette réalisation cherchaient à favoriser la mise en place de services transfrontaliers afin de faciliter la vie quotidienne du 1,2 million d'habitants de l'espace, dans les domaines des transports, de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme. L'étude commanditée par la région Nord-Pas-de-Calais, faisant partie aujourd'hui de la région Hauts-de-France, portait entre autres sur le vécu et le perçu des habitants de la zone transfrontalière eurométropolitaine. Elle a concerné un échantillon de 255 personnes, 146 en France, 109 en Belgique, 48 en Wallonie et 61 en Flandre. L'échantillon comporte un nombre comparable d'hommes, 125 et de femmes, 130. Les différentes tranches d'âge ont été interrogées. Les personnes ont été interrogées parce qu'elles étaient présentes sur le territoire transfrontalier visé, raison pour laquelle nous parlons d'usagers, passants. Rappelons que les enquêtes ont été menées en 2014 et en 2015, soit avant deux phénomènes importants dans les analyses actuelles sur les frontières et les représentations associées: les mouvements massifs de réfugiés et les attentats. D'une part, les mouvements de migrants et de réfugiés notamment issus du Moyen-Orient étaient déjà très importants, mais ils ne représentaient pas encore, sauf près de Calais dans le nord de la France, un mouvement fortement médiatisé et entraînant une mobilisation soit en faveur de l'accueil de la part par exemple des associations citoyennes, Genbo, 2014, soit pour la contrée de la part notamment des mouvements néo-populistes. En Belgique, cette période a surtout été médiatisée mi-2015. En France, un discours nationaliste, xénophobe et protectionniste ponctue depuis quelques années les déclarations des partis extrémistes. C'est ainsi le cas de la part du Front National, parti d'extrême droite français, qui a emporté plusieurs sièges notamment lors des élections municipales de 2014 ou régionales en 2015 dans la zone concernée par nos interviewés. D'autre part, en novembre 2015 et en mars 2016, des attentats terroristes au milieu de foules ont endeuillé la France et la Belgique, entraînant la mise en place de politiques de contrôle et des perceptions d'insécurité même si des autres attaques meurtrières, notamment contre le journal Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015 ou contre le musée juif de Belgique, le 24 mai 2014, avaient eu lieu antérieurement. Comment collecter les représentations ? Un questionnaire qualitatif. La méthodologie utilisée vise à capter à la fois les représentations et les pratiques spatiales. Si ces dernières sont assez facilement accessibles sur déclaration des individus interrogés, les premières sont plus difficiles à atteindre par questionnaire. Chercher à capter des représentations est délicat, car il s'agit de faire déclarer aux individus interrogés ce qui compose l'essence de leurs opinions, et il n'est pas certain que tous désirent se dévoiler et en aient la capacité. Dès lors nous utilisons le masculin au sens épicène du terme, répond à un questionnaire ou qu'il échange dans le cadre d'un entretien, le sujet interrogé est mis en alerte par les questions posées et amené à se demander ce qu'il convient de répondre. Ceci s'est révélé vrai autant pour l'étude des passants ou usagers, que pour l'étude appliquée aux étudiants. Dans les deux études, une partie des questions vise à ce que l'interviewé révèle comment il voit la frontière en tant qu'elle marque la différence avec l'autre, ce qui renvoie inévitablement à la manière dont il perçoit son propre espace et à celle dont il pense sa communauté par rapport aux autres. Les questions cherchent à rendre visible la manière dont les individus pensent et vivent le territoire et la frontière en général, et la frontière franco-belge en particulier. Les questions posées dans l'enquête doivent à la fois mobiliser le sujet,
mais aussi l'inciter à une expression spontanée. Elles sont formulées simplement, mais sans être simplistes. Elles sont variées dans leur forme afin de ne pas lasser ni provoquer un sentiment de défiance. La collecte de représentation entend obtenir un matériau le moins convenu possible. Les théoriciens tels qu'Abric, 1994, démontrent qu'il faut, pour repérer ce qui appartient au noyau central, recourir à des méthodes interrogatives qui visent des réponses construites et des méthodes associatives qui s'appuient davantage sur de la spontanéité. L'individu interrogé doit pouvoir s'exprimer sur le sujet étudié. Il lit ou écoute la question posée et réfléchit à la réponse, verbale ou figurative, qu'il souhaite donner. Questions et réponses mobilisent des discours émis dans un langage et un niveau de langue que les deux interlocuteurs doivent maîtriser. Questions et réponses vont donner lieu à une interprétation S, et elles doivent avoir une chance de ne pas être trop éloignées l'une de l'autre. Les réponses sont pensées, elles dénotent de ce que le sujet a choisi de transmettre à celui qui l'interroge. Elles contiennent à la fois des éléments de contexte et des éléments d'opinion qu'il est difficile de démêler. Selon Abric, les questionnaires ouverts qui valorisent l'activité de la personne interrogée sont les plus à même de collecter des représentations. Les questions ouvertes permettant une formulation libre sont à privilégier, chaque question insistant sur le fait qu'on recherche un avis personnel. Pour vous, selon vous, à votre avis. Lorsqu'une définition est demandée, il est nécessaire d'insister sur le fait qu'elle doit exprimer la manière dont la personne interrogée voit la région transfrontalière, la frontière, l'État, le territoire ou l'eurométropole, dans le cas de la première étude. Certaines questions comportent des items oui ou non, mais pour chaque item est demandée la raison de la réponse, là encore selon une expression libre. En quoi les informations sur l'autre pays sont-elles intéressantes ou non ? Pourquoi serait-il ou non souhaitable que les frontières disparaissent ? Plusieurs questions sont totalement ouvertes. Comment se marque la frontière entre les deux pays ? À quoi voit-on que l'on est passé dans l'autre pays ? Qu'est-ce qui rapproche ou éloigne Belges et Français ? L'expression verbale est complétée d'une expression graphique, que nous n'étudions pas ici. On a ainsi demandé de représenter la France et la Belgique dans un emplacement défini. Est attendue une carte qui révèle un espace appris. En effet, à l'échelle de deux États, et même à celle de la seule région transfrontalière, il ne s'agit pas du registre de l'espace vécu, mais bien de celui des savoirs transmis par l'école ou les divers canaux médiatiques. Les dessins obtenus peuvent s'avérer difficiles à interpréter, mais ils comportent des éléments significatifs tels le choix de l'échelle de la représentation, les points de repère figurés ou un marquage particulier de la frontière. Certaines questions posées portent aussi sur des connaissances que peuvent avoir les personnes interrogées. Il ne s'agit bien sûr pas d'évaluer les savoirs, mais bien de comprendre quel est le niveau d'information du contexte socio-spatial et politique, incluant la connaissance des organisations territoriales ou des partenariats existants entre les deux pays. Les étudiants, et seulement eux, ont exprimé leur degré d'accord avec des affirmations exprimant des points de vue scientifiques contrastés. Le refus du concept de frontière naturelle, la frontière vue comme une limite forte qui fabrique l'État, la frontière vue comme un lieu d'articulation qui affirme que l'autre existe et génère puissance et progrès, voire qui permet l'émergence de nouveaux territoires, la frontière protectrice et enfin l'effacement des frontières comme gage de développement territorial. Afin de réduire les difficultés de construction syntaxique liées à l'expression écrite des réponses, la méthode interrogative a été complétée d'une méthode associative à partir de mots inducteurs d'une part et d'images d'autre part. Les mots inducteurs France et Belgique ont donné lieu à l'écriture de trois mots qui forment une sorte d'univers sémantique, certes peu important à l'échelle de l'individu, mais qui dessinent des ensembles signifiants à l'échelle du groupe interrogé, pour peu que l'interprétation des termes donnés soit la plus proche possible de celle du sujet. Cela n'est pas sans difficulté, car ce type de réponse laconique fait disparaître tout contexte. Une autre question d'association a reposé sur des images. Il s'agit pour le sujet de choisir parmi ces images celle qui représente pour lui la frontière. Quelques lignes lui permettent d'expliquer son ou ses choix. Il peut paraître difficile pour le chercheur de sélectionner les images à associer à une telle question. Elles ont, dans cette étude, le rôle de renforcer sous une autre forme les différentes définitions de la frontière issues des travaux scientifiques en la matière.
frontière couture, frontière coupure selon la typologie de Courlet 1988, frontière dissymétrique, autorisant le passage dans un sens mais le limitant dans l'autre, frontière défensive et militarisée, frontière correspondant à une limite naturelle, une rivière, frontière sociale, visible dans le paysage, limite géographique des apostrophes. Occupation des espaces. Les images étant proposées sans légende, c'est au sujet d'en assurer l'interprétation. Il n'est pas certain que le sens que le chercheur a mis dans chaque image soit celui que la personne interrogée percevra. Les 6 images proposées sont contrastées pour fournir un ensemble de réponses signifiantes. Nos travaux se poursuivent et la méthode doit être affinée, mais il semble intéressant de faire réagir les interviewés à des documents iconographiques qui complètent le message écrit, fourni autant par les questions que par les réponses. Comment collecter les représentations ? Un questionnaire quantitatif. Comme dans toute enquête par questionnaire, le pré-test permet de construire les énoncés et les questions fermées qui constituent le questionnaire à grande échelle. Il s'agissait de vérifier un certain nombre d'hypothèses quant à la représentation de la frontière et ce, auprès d'un public étudiant, plus homogène et a priori plus mobile. Le questionnaire lié aux étudiants incluait 17 questions. Après l'introduction habituelle visant le profil personnel, âge, lieu de résidence, pays d'origine, parcours d'études et formation en cours, les 9 premières questions concernaient l'autre pays. Les questions 10 et 11 portaient sur les marqueurs de la frontière et le passage de la frontière franco-belge. Les questions 12, 13, 16 et 17 portaient sur la frontière, en général, la 16 incluait des avis à échelonner de pas du tout d'accord à oui tout à fait d'accord, la 17 utilisait des images en support. Les questions 14 et 15 portaient sur des réalisations transfrontalières franco-belges. Le questionnaire à grande échelle, administré en rue à 255 personnes, devait être relativement court et incluait des questions essentiellement quantitatives afin de permettre un traitement statistique. Le premier item portait sur le profil, 7 questions. Ensuite la partie usage et pratique de la frontière, 5 questions, concernait essentiellement la frontière franco-belge sauf une question, qui reprenait des sentences liées à la frontière en général à évaluer sur une échelle de tout à fait d'accord à vraiment pas d'accord, et 2 sous-questions. L'une portait sur le fait d'avoir visité un autre pays que le pays voisin visé et l'autre sur le passage de frontière dans ce cas-là. Le dernier thème concernait l'Eurométropole. L'enquête sur les représentations citoyennes dans l'Eurométropole a été administrée à un échantillon de passants ciblés en fonction d'une répartition par sexe, moitié, par tranche d'âge et par lieu de résidence. Ont été visées des grandes et des petites municipalités appartenant à l'Eurométropole, proches ou éloignées de la frontière. Les résultats. Les étudiants et la frontière, études qualitatives. Nous proposons de distinguer la démarche suivie, afin de souligner la diversité de questionnements tant par les supports que par les aspects traités et les résultats. Ces derniers sont organisés en 2 sections. La relation à l'autre versant de la frontière, comment chacun voit l'autre, que connaît-il du voisin ? Comment perçoit-il qu'il passe la frontière ? Et la représentation de la frontière en général. Démarche de traitement des données. Le dépouillement et la saisie des réponses d'un questionnaire ouvert nécessitent la prise en compte de tout ce qui a été fourni par les personnes interrogées. La prise en compte de ce matériau parfois hétérogène nécessite une démarche ouverte. Nous avons avec ce questionnaire un matériau textuel, en partie PRE accent aigu DIGE accent aigu par le chercheur et en partie par l'interviewé, des dessins, effectués par l'enquêté et des images, proposées par le chercheur. En ce qui concerne le matériau textuel, après la saisie exhaustive de toutes les réponses textuelles, nous avons procédé à une première organisation des mots signifiants, souvent des noms. Les connecteurs et déterminants sont laissés de côté, contenus dans les réponses, rassemblant les termes identiques, puis de sens voisins afin de réduire les collections obtenues en unités de sens. Lorsque les réponses consistent en une série de mots-clés, en réponse à associer 3 mots à France et à Belgique, la difficulté consiste en une interprétation du sens des termes répondus. Lorsque les individus interrogés ont écrit une phrase, par exemple, « Pourquoi est-il possible, souhaitable ou non que les frontières disparaissent ?» En plus de l'interprétation des mots signifiants, il faut procéder à une interprétation globale de la réponse afin de classer les mots signifiants.
Ces classements s'élaborent aussi en fonction du cadre théorique qui structure la recherche, mais qui ne doit pas prendre le pas sur le point de vue qu'énonce l'interviewé. Les diverses catégories de mots forment un univers sémantique qui se confronte avec le savoir du chercheur à mesure que celui-ci les constitue. Pour éviter autant que faire se peut ce biais, ce dernier doit s'interdire de rejeter certains termes trouvés dans les réponses. La catégorie divers doit être la plus réduite possible, car ce qu'elle contient est aussi informatif quant à l'objet traité. Dans chaque catégorie constituée, est effectué un comptage des termes rapportés au nombre total de mots énoncés pour chaque question concernée. Pour chaque question, nous obtenons un aperçu sémantique constitué de termes forts, d'autres plus faiblement cités, d'autres encore qui se démarquent en opposition à l'aperçu global. Ces aperçus peuvent être confrontés les uns aux autres et permettent d'approcher quelles sont les représentations des personnes interrogées de l'objet questionné. La deuxième catégorie de réponses concerne les images. Les images proposées aux interviewés font l'objet d'un choix de leur part. Ces choix sont systématiquement relevés afin de voir quelles sont les images les plus et les moins choisies, rapportées au nombre total de choix possibles. Au total 79 individus x 6 images égale 474 possibilités au maximum. Cette question comportant la possibilité d'une phrase explicative, les choix d'images sont confrontés, en plus, aux univers sémantiques issus du traitement des mots. Le troisième champ sémantique relève de dessins effectués par les interviewés. Ces dessins réalisés pour représenter les deux pays donnent lieu à diverses propositions qu'il faut, elles aussi classées. Représentation géographique ou symbolique, schématisation ou dessin, tentative de traduire des éléments factuels ou opportunité d'exprimer des opinions. On le voit, approcher des représentations individuelles est difficile. Outre les opinions et représentations et afin de vérifier si les étudiants construisent leurs réponses à partir plutôt de leurs pratiques, de leurs opinions ou de leurs connaissances, nous avons demandé aux individus interrogés de définir avec leurs propres mots 5 notions. Région transfrontalière, frontières, État, territoire et eurorégion. Régions transfrontalières et eurorégions servent plus particulièrement d'indicateurs, car ce sont des termes dont la définition scientifique est très précise et nécessite un vocabulaire spécifique, connu ou non. Nous posons l'hypothèse que les étudiants qui répondent à ces deux questions avec leurs propres mots énoncent leur représentation dans l'ensemble du questionnaire. Le résultat de l'analyse de ces deux définitions données par les interviewés attire l'attention sur 14 individus donnant des réponses plus documentées. Une région transfrontalière est une interface, une zone de contact où les flux traversant la frontière sont importants. Une eurorégion est un espace de coopération européen développant des projets économiques ou culturels. 2 étudiants citent l'île Courtrai-Tournai. 4 individus se distinguent par leurs réponses pointues aux 2 questions. Nous en déduisons a priori que le questionnaire permet de collecter des représentations individuelles, davantage liées aux pratiques et aux opinions. L'autre côté de la frontière est l'autre. Rappelons que l'enquête s'est déroulée à une diade de la frontière franco-belge. Un premier ensemble de réponses permet de comprendre comment est perçu l'autre côté de la frontière et spécifiquement celui qui s'y trouve, l'autre, la connaissance et l'information possédée et les marqueurs qui rendent visible cette frontière ou son passage. Le regard porté sur le pays voisin différencie les étudiants belges et français. Pour les premiers, la France est d'abord associée à un champ lexical politique. Le président, la République représente 35,5% des termes associés à la France. Le second groupe de mots évoque des lieux emblématiques tels que Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, mais aussi liés au tourisme, mer Méditerranée ou Bretagne. Les termes relatifs à la société française en général recèlent quelques éléments de jugement. Les Français sont ridicules, chauvins, minables, sévères, en déclin, mais aussi associés à l'égalité, la diversité, la puissance, l'histoire. La France est, dans l'esprit des étudiants belges interrogés, représentée aussi par des personnages illustres tels que Napoléon Bonaparte, Georges Pompidou. Les étudiants français pensent d'abord à la gastronomie belge. La bière, les frites, le chocolat occupent 40,8% des termes associés à la Belgique.
Les aspects politiques arrivent en seconde position, monarchie et la présence de communautés différentes. Les lieux cités sont peu variés. Il s'agit essentiellement de Bruxelles, mais on retrouve aussi Liège, la côte belge ou le Manneken-Pis. Les éléments de société mettent l'accent sur la présence de plusieurs langues parlées, avec accent sur l'éducation payante ou les clivages. On peut aussi lire que les Belges sont accueillants et ouverts. Des personnalités sont aussi citées, mais dans un autre registre de compétences, Brel. On le voit, des réponses courtes peuvent poser des problèmes d'interprétation. Ce que chacun connaît de l'autre et comment. Nous adressant en partie à des étudiants universitaires, nous avons voulu savoir comment ils appréhendent les organisations territoriales et politiques de l'autre pays. Leurs réponses montrent qu'ils ont une connaissance superficielle des unités territoriales de l'autre pays. Régions et départements français sont les plus cités par les Belges. Seuls 5 étudiants citent la région Nord-Pas-de-Calais et un seul la ville de Lille. On trouve dans leurs réponses les termes municipalité, canton et outre-mer. Il semble que ce n'est pas le vécu frontalier qui guide leurs réponses, mais bien des apprentissages sur ce thème, reçus au cours de leur cursus ou via les médias. Ceci est corroboré par ce qui est pour eux marquant dans l'organisation politique française. Ils citent le régime présidentiel d'abord, puis la République et le mode de scrutin. On ne note que peu de jugements de valeur. 3 étudiants qualifient l'organisation politique d'élitiste, théâtrale ou désordonnée. Les étudiants français citent essentiellement les 2 régions Wallonie et Flandre. Régions frontalières, 49% des étudiants français les citent ensemble. D'autres régions sont citées par 9 étudiants sur 39, Bruxelles et Haut-Ardennes. Ce qui marque l'organisation politique belge renvoie d'abord aux tensions entre wallons et flamands, la monarchie et la présence de 2 langues au sein du pays. Sur les 3 langues reconnues, le flamand, le français et l'allemand. Ces types de réponses peuvent faire penser que les étudiants français, au moins sur ce point, ont peut-être été influencés par l'actualité rapportée par les médias. Comme détaillé infra, la majorité des Français interviewés se disent informés sur la Belgique. En effet, en 2010 à 2011, ces derniers ont beaucoup parlé de l'absence de gouvernement en Belgique, en raison entre autres, des tensions entre flamands et francophones. En croisant le degré d'intérêt et d'information des étudiants de part et d'autre de la frontière, nous constatons que les étudiants belges sont beaucoup plus intéressés par leurs voisins, 7 sur 10 contre 1 sur 10, mais qu'ils sont informés relativement de la même façon, près de 6 sur 10 contre près de 5 sur 10. Les raisons invoquées pour cette information renvoient, outre à des raisons familiales ou de relations, à 2 types de proximité. Une proximité géographique, 21, et une proximité due à un intérêt commun ou à une certaine interdépendance, que ce soit sur un plan européen, francophone ou international, 7. Comment se marque la frontière franco-belge ? Les Belges perçoivent que la frontière, ligne, n'est plus visible, près de la moitié. À la frontière même, seuls 3 éléments permettent de marquer la ligne. Le message du réseau de téléphonie, la route dont l'état est plus dégradé en Belgique, mais est éclairée et les anciens postes de douane, cités par 2 individus. Quelques éléments sont relevés parce qu'ils soulignent que l'interlocuteur se situe dans un autre système, car dans un autre pays, la signalisation ou les plaques minéralogiques et les autoroutes françaises payantes, les prix de certaines denrées, le message du téléphone portable, l'habitat, le type de magasin ou les accents. Des jugements sont fournis comme la propreté et des formules plus générales sont utilisées pour indiquer la différence. La culture, l'accent, l'histoire, l'idéologie, la politique. Les étudiants français considèrent eux aussi que la frontière physique ne se voit plus de 2 sur 5. Un panneau indique le passage. Le message du réseau de téléphonie, les anciennes douanes ou l'état de la route marquent le changement de pays. Pour eux aussi, certains éléments indiquent le passage dans un autre pays. L'organisation des routes et les plaques d'immatriculation, l'urbanisme, le prix des produits, la langue et l'accent et de façon plus générale la culture, l'organisation. Près de la moitié des interviewés partent donc du constat que la frontière n'existe plus, mais quand la question spécifique de la marque du passage est posée, ils relèvent l'existence de marqueurs très perceptibles. Comment les étudiants se représentent la frontière ? Demandez aux interviewés de définir la frontière, avec leurs propres mots, au milieu du questionnaire, et avec cette question,
leur permet soit de construire leurs réponses à partir de leurs pratiques personnelles, soit de réfléchir de manière plus générale. Une question demandait de donner leur degré d'accord avec cette affirmation, tirée de définitions scientifiques de la frontière. L'analyse sémantique des termes donnés ne différencie pas les étudiants français des Belges. La frontière est d'abord une ligne de séparation entre deux États, ou pays. La définition avec laquelle les étudiants sont le plus d'accord est celle qui définit la frontière comme la limite de souveraineté de l'État. 37 étudiants belges sur 40 et 29 étudiants français sur 39. Les étudiants expriment aussi un accord assez fort, 24 belges et 28 français, avec l'idée que la frontière marque la différence et affirme que l'autre existe, mais pour une majorité, la frontière n'a pas vocation à protéger le faible contre le fort. 44 étudiants sur 79 sont en désaccord avec cette affirmation. Notons que 16% du total des termes signifiants utilisés chez les étudiants belges et 12% chez les Français renvoient à la nature construite de la frontière. Elle est imaginaire, virtuelle, invisible ou bien légale, contrôlée, grillagée. Ceci est renforcé par un degré d'adhésion très fort à l'affirmation selon laquelle la frontière est une invention des hommes, 24 interviewés belges et 24 français. Seul un étudiant français et 4 étudiants belges mettent en avant le passage, l'articulation, le pont. Cette notion de la frontière-couture n'est pas plébiscitée par les étudiants. Les étudiants belges expriment leur désaccord à 45%, les Français à 43,5%. Nous notons que 31 étudiants tentent une réponse neutre, ni d'accord ni pas d'accord, qui montre que pour eux cette idée ne fait pas écho à leur représentation. La proposition selon laquelle la frontière favorise l'émergence de nouveaux territoires différencie les étudiants français, qui ne sont pas d'accord à 74%, des Belges qui sont d'accord à 40%. Pour un tiers des étudiants, l'effacement des frontières n'est pas un gage de développement des territoires, mais pour un autre tiers c'est le cas. Les définitions relevées pour la région transfrontalière montrent qu'un tiers des étudiants interrogés n'y voient qu'une région limitrophe d'un État, alors que 16 dans chaque groupe associent cette notion à un espace situé de part et d'autre d'une frontière et dans lequel on circule librement, telle la région transfrontalière franco-belge. À propos des eurorégions, relevons un très haut taux de non-réponse. Parmi les définitions données pour l'eurorégion, il apparaît qu'elles sont construites à partir des termes Europe ou Union européenne et région, cela donne donc une région, une zone, un espace de l'Europe. Par extension, certains étudiants y associent des pays de l'Union européenne, voire toute la zone euro ou toute l'Union européenne. Il est à noter que 3 étudiants font état d'un refus de cette notion. Il s'agit pour eux d'une association contre nature, une bêtise qui ne devrait pas exister. Comme explicité précédemment, un autre support que le support verbal a été utilisé pour analyser la représentation de la frontière. Il s'agit du recours à des images. Pour cette question, les étudiants devaient choisir là où les images représentant pour eux la frontière, figure 3, et rédiger un bref commentaire pour éclairer leur choix. Figure 3. Les images associées à la frontière par les étudiants belges et français. La frontière barbelée est la plus choisie, 27 étudiants belges et 24 français. L'étude de leur justification montre qu'ils y voient une frontière qui enferme, qui exclut, une démarcation qui marque l'hostilité vis-à-vis de l'autre et qui nécessite un contrôle militaire. Leur second choix, en nombre, se porte sur la frontière qu'ils appellent naturelle, en distinguant les éléments naturels, tels un cours d'eau ou une montagne, que l'homme utilise pour marquer ses limites, 39% des réponses, et ceux qui définissent les territoires, 10%. Rappelons que les définitions rédigées par les interviewés, question 12, ne font pas mention à une seule exception, de frontières naturelles, comme si les savoirs appris, notamment en géographie et en sciences politiques, commandaient une réflexion qui passe au second plan lorsqu'on passe au langage iconographique. La frontière pont est choisie par la moitié des étudiants. Elle représente pour eux une construction humaine entre États qui cohabitent. 39% des justifications, mais ils précisent que ce pont peut aussi être détruit. La frontière dissymétrique est choisie par 22 étudiants, qui lisent la symbolique du passage inégalitaire, de la puissance d'un État qui en domine un autre, qui s'approprie ses ressources. C'est un filtre qui contrôle l'immigration. L'exemple de la frontière américano-mexicaine est donné à plusieurs reprises. Les 2 dernières images montrent des discontinuités plutôt que des frontières.
Ce que les étudiants nomment frontière sociale est choisi par 18 d'entre eux, un peu moins de répondants belges que français. La discontinuité urbaine représente une frontière pour 20 étudiants qui en font une interprétation relativement étonnante. Leur justification évoque murs, remparts, forteresses historiques. Très peu ont vu dans cette photographie une séparation entre espace urbain et rural. Pour compléter cette analyse de la représentation de la frontière, nous avons interrogé les étudiants sur les rôles qu'ils lui assignaient. Ainsi, à ces étudiants qui vivent depuis longtemps, voire depuis toujours, dans une Union européenne aux frontières ouvertes, nous avons demandé s'ils pensent qu'il est souhaitable ou possible que les frontières disparaissent. Leurs réponses font apparaître un non clair, 28 sur 40 Belges et 23 sur 39 Français. Les justifications apportées à cette prise de position sont d'abord que les frontières garantissent l'identité culturelle et donc le sentiment d'appartenance nationale et ensuite qu'elles servent à protéger l'État qui peut ainsi rester souverain. Les frontières servent à réguler les flux, leur disparition étant la porte ouverte à tous. Enfin, les territoires de chacun doivent être délimités, un espace ouvert trop vaste serait trop complexe ou impossible à administrer. Les 23 étudiants qui envisagent possible ou souhaitable que les frontières disparaissent s'appuient sur l'expérience de l'Union européenne et sur les échanges commerciaux qui ont selon eux déjà aboli les frontières. Seuls 5 pensent que les frontières sont des barrières entre les mentalités et ne servent à rien. Les usagers de l'Eurométropole, étude quantitative. L'enquête de rue, RPCFE, 2015, a porté sur 255 individus et visait un double objectif. Comprendre les représentations de la frontière pour une population résidant dans une zone transfrontalière ouverte et analyser l'état de connaissance sur l'Eurométropole. Elle a été administrée en avril et mai 2015. La partie de l'étude portant sur les éléments directement liés à l'Eurométropole n'est pas abordée ici. Après avoir détaillé le profil des répondants de l'enquête menée dans des communes de l'Eurométropole pour la région, nous analysons les résultats quant aux pratiques et aux marques de la frontière franco-belge en posant la question de l'espace transfrontalier comme espace vécu et des représentations de l'autre et ensuite quant aux représentations de la frontière, en général et franco-belge en particulier. Notons que le questionnaire était adapté selon l'aire géographique, question sur la Belgique en France et vice-versa, comme dans l'étude destinée aux étudiants et selon l'aire linguistique. Le questionnaire était divisé en 3 parties. Le profil du répondant, ses pratiques et usages de la frontière et son niveau d'information sur l'Eurométropole. Le profil des répondants. Plusieurs critères ont été mis en avant pour bâtir l'échantillon et définir les communes où la population a été interrogée. Il s'agissait de la distance de la commune par rapport à la frontière, sur la frontière à moyenne distance plus éloignée, la taille de la commune et l'équilibre entre le nombre de communes françaises, 8, et le nombre de communes belges, 7, dont 3 wallonnes et 4 flamandes. Figure 4. Figure 4. Lieu de réalisation de l'enquête RPCFE. Source copyright Corinne Luxembourg, enquête RPCFE, mai 2015. Le profil dégagé des interviewés est le suivant. Ils ont un niveau d'instruction relativement élevé, un niveau secondaire 31,4% et un premier cycle d'enseignement supérieur 37,4%. Ils sont à 49% actifs, 17% retraités, 17% étudiants et 17% sans emploi, 78% des personnes interrogées traversent la frontière, 85% des interviewés français et 31% des Belges. 89% des personnes interrogées vivent dans l'Eurométropole, 74% y travaillent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.